Bienvenue sur la voie poétique. Commençons cet épisode par une couleur, le bleu. Et je ne vous parle pas ici du bleu d'un ciel d'été, ni même d'une carte postale presque trop parfaite, ni même le bleu qu'on dit apaisant dans les brochures de décoration intérieure. Un autre bleu, celui qui vient tard quand la lumière du jour a déjà cédé, mais que la nuit n'a pas encore pris toute la place. Ce bleu que les peintres appellent parfois l'heure entre chien et loup, où les contours des choses se dissolvent et où un arbre au bord d'un chemin cesse d'être exactement un arbre pour devenir une forme qui pourrait être autre chose. Ce bleu-là traverse l'ensemble de l'œuvre de notre poète, dont nous allons parler aujourd'hui. Il revient de poème en poème avec une insistance qui n'est plus du goût, mais plutôt une forme de nécessité, une forme de bête bleue, en quelque sorte, une bouche bleue, le silence bleu des oliviers, un sourire bleu au fond d'un visage endormi. Et on ne sait pas ce que cela veut dire, et c'est justement ce qui compte. Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans l'œuvre de Georges Trakl. Et je suis heureux de vous accueillir ici, sur la voie poétique. Notre poète va naître le 3 février 1887 à Salzbourg, dans une ville qui vit alors de sa propre légende musicale et de son commerce sur la Waagplatz, la place de la balance publique, à quelques pas de la maison natale de Mozart. Son père, qui s'appelait Tobias Trakl, tient une petite quincaillerie. Il vient de Hongrie, il est protestant, et sa famille cultivait la vigne dans les environs d'Odenburg. Depuis environ le milieu du XVIIe siècle. Sa mère, Maria Katarina, née Alik, descend d'une ligne tchèque installée à Prague depuis des générations. Jardinier de père en fils, dans la ville neuve, elle est catholique. Elle est aussi, et cela pèsera très lourd, une femme absente à ses propres enfants, absorbée par sa collection d'antiquités et par une dépendance à l'opium dont personne dans la maison ne parle ouvertement. Et ce sont donc 7 enfants dans une grande maison, plus un demi-frère né d'un premier mariage. Une gouvernante alsacienne s'occupe d'eux et leur apprend le français. Elle restera 13 ans dans la famille. C'est elle qui remplace la mère absente, elle qui donne la tendresse quotidienne, elle qui ouvre à ses enfants autrichiens une seconde langue et par conséquent une seconde façon de nommer le monde. Une mère qui se retire dans sa chambre avec ses objets anciens et toute sa fumée, un père qui vend des outils et des clous, une gouvernante étrangère qui parle une langue que les parents ne parlent pas. Eh bien, voilà l'écosystème dans lequel se forme la sensibilité la plus étrange de la poésie de langue allemande. Il faut le noter, sans en faire une grande explication, parce que je pense que les explications psychologiques appliquées aux poètes finissent toujours par appauvrir ce qu'elles prétendent éclairer. Mais il y a là, néanmoins, un fait qui compte, une forme de, vous savez, de donnée de départ. Trakl grandit dans une maison où la présence adulte est décalée. Elle est même dédoublée. Jamais tout à fait à sa place. Et son œuvre entière sera peuplée de figures qui ressemblent à cela. Des présences qui ne sont pas exactement là. Des visages
qui vont être entrevues dans des fenêtres, des ombres qui traversent des pièces, sans qu'on sache si elles sont au fond réellement vivantes. En 1905, il a alors 18 ans, il abandonne le lycée et entre en apprentissage dans une pharmacie de Salzbourg. Elle s'appelle Zum Weibenengel, à l'angle blanc. Si vous me le permettez, je m'arrête juste un instant sur ce nom, parce qu'il est très beau, je trouve, pour n'être qu'une coïncidence. Même si, évidemment, il n'en est pas moins une. Un jeune homme de 18 ans qui écrit des poèmes depuis l'âge de 13 ans entre chaque matin dans une boutique appelée l'Ange Blanc. Et il apprend à peser des poudres, à mesurer des teintures, à composer des remèdes en dosant des substances qui guérissent à petite dose, mais tuent surtout à forte dose. Et il apprend cela très bien, peut-être même trop bien. Et parce qu'il découvre dans ce même mouvement de chloroforme l'éther, l'opium, et plus tard la cocaïne. Et l'apprentissage professionnel devient alors inséparable de l'autre apprentissage, celui de la dissolution volontaire de la conscience ordinaire. Alors il poursuit à Vienne, obtient son diplôme de pharmacien, entre brièvement dans le service de santé militaire, mais le métier ne le tient pas. Ce qu'il veut, lui, il ne peut le trouver dans une officine, ni même dans une carrière d'ailleurs. Ce qu'il veut va se trouver dans les mots, et plus précisément dans une certaine façon d'assembler les mots pour qu'ils produisent chez celui qui les reçoit un effet comparable à celui d'une substance. Et voilà peut-être la clé de son art. Trakl est un pharmacien du langage. Ses poèmes ne racontent pas, mais ils dosent, ils composent. Ils mettent en présence des éléments qui, séparément, ne signifient absolument rien de particulier, et dont la combinaison produit quelque chose qui agit. Si vous le voulez bien, prenons un exemple concret, parce que tout ceci resterait abstrait sans lui. Dans un de ses poèmes les plus connus, adressé à un jeune garçon nommé Élise, figure d'adolescent mort ou d'adolescent rêvé, on trouve une succession d'images qui refusent absolument de se laisser traduire. On a un merle noir qui appelle dans une forêt sombre. Les pas d'Élie dans un village. Des raisins bleus, le bruit d'une source, des doigts de cire trempés dans quelque chose. Essayez de résumer ce poème. Eh bien, je vous le garantis, vous n'y arriverez pas. Essayez de dire ce qu'il signifie, quelle est sa thèse, ce qu'il veut nous apprendre, vous n'y arriverez toujours pas. Et pourtant, il y a quelque chose qui passe. Il y a quelque chose de très net, de tout à fait reconnaissable, et qui n'a pas de nom dans la langue courante, mais qui se dépose en vous après la lecture et qui reste là. Une atmosphère, dit-on faute de mieux, un état. Et vous voyez, c'est cela l'hermétisme poétique, au sens strict du terme. Non pas un texte volontairement obscur pour se rendre intéressant, faire le beau. Non, absolument pas. Pas un jeu non plus d'énigmes destinées aux initiés qui possèdent une forme de grille de lecture, mais plutôt une parole qui se ferme au déchiffrement parce que ce dont elle parle ne se laisse justement pas déchiffrer. Une porte close qui ne l'est pas par méchanceté, mais parce qu'elle protège à ce moment-là, cesserait d'exister si seulement on l'ouvrait. Rilke, qui n'a jamais rencontré Trakl et qui n'a découvert son œuvre qu'après sa mort finalement, par l'intermédiaire de Ludwig von Vicker,
a trouvé pour dire cela la formule la plus juste qu'on ait jamais écrite sur cette poésie. Il expliquait dans des lettres de 1915 que même celui qui se tient tout près de ses poèmes reste comme un exilé pressé contre une vitre, et que la vie de Trakl se déroule à la manière des images d'un miroir, occupant une sorte d'espace entier où l'on ne peut pas entrer. Exactement comme on ne peut pas entrer dans l'espace d'un miroir. Un espace visible et inaccessible. Un monde entier derrière une paroi transparente. Et vous voyez ça, c'est pour moi la définition même du seuil. Il y a dans cette poésie une opération technique qu'il me semble falloir nommer parce qu'elle explique une bonne part de son effet finalement. Trakl efface le sujet. Dans la poésie lyrique européenne, depuis les troubadours jusqu'aux romantiques, il y a quelqu'un qui parle. Il y a un je qui dit sa douleur, son amour, ou encore son émerveillement, et le lecteur entre dans le poème en se glissant dans ce je, et l'émotion circule par cette identification. Eh bien, chez Trakl, ce dispositif se défait complètement. Les poèmes énoncent des états, des présences, des mouvements, sans que l'on sache qui les perçoit. Et les phrases sont courtes, elles sont souvent nominales, et elles sont réduites à un groupe verbal minimal et dépourvu de verbes. Et il y a donc quelque chose qui descend. Quelque chose, j'oserais dire, de sombre. Comme une forme, vous savez, de bouche qui s'ouvre. Le sang coule. Personne ne dit « je », ou lorsqu'un « je » apparaît, eh bien, il est étrangement inhabité comme une place vide qui porterait un nom. Les traducteurs français de Trakl ont d'ailleurs souvent souligné cette difficulté. Dans les éditions Gallimard, qui l'ont édité, il présente son œuvre comme le lieu d'une tentative d'écriture impersonnelle. Et la formule est absolument exacte. Parce que ce n'est pas un homme qui exprime ses sentiments. C'est un monde qui se donne à voir avec ses lois propres, avec ses couleurs assignées. Avec, je dirais même, ces créatures qui traversent l'espace sans se rencontrer. Et cette impersonnalité a, à mon sens, une conséquence remarquable pour le lecteur. Ne pouvant s'identifier à personne, eh bien, il ne peut que regarder. Le poème devient un espace autonome, un tableau plutôt qu'une confidence, et c'est précisément pour cela, je pense, que Rilke a parlé de miroir. On ne se glisse pas dans un miroir, mais on va se tenir devant lui. Or, l'écriture impersonnelle est justement la condition même du texte hermétique. Les traités alchimiques ne disent jamais « je », parce qu'ils décrivent des opérations, des états de la matière, des conjonctions et des séparations dans une langue qui semble venir d'absolument nulle part et s'adresser à personne en particulier. Et ce détachement énonciatif n'est absolument pas une froideur, parce qu'il signale ce dont il est question excède celui qui parle. Trakl a retrouvé par instinct poétique la forme d'énonciation de la littérature hermétique, en fait, en quelque sorte. Il faut maintenant, je pense, parler de Goethe. Margaret Jeanne Trakl, qui est née en 1891, la plus jeune des 7 enfants. Elle a 4 ans, c'est la cadette de Georges. Elle est pianiste, elle est très douée, elle est même assez douée pour être envoyée à Vienne, et ensuite à Berlin, se former au métier de concertiste. Le lien entre le frère et la sœur est le point le plus discuté, le plus scruté et le plus incertain de toute la biographie de Trakl. Plusieurs sources anciennes et de nombreux commentateurs évoquent une relation incestueuse. D'autres biographes considèrent que rien ne l'établit
avec véracité, avec certitude, et que la légende s'est nourrie de la poésie elle-même plutôt que de documents officiels. Je vous livre cette incertitude telle qu'elle parce parce qu'il serait, à mon sens, malhonnête de trancher là où les archives de tout ce que j'ai pu chercher, ne tranchent absolument pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'une figure de sœur traverse toute l'œuvre de Trakl. Et elle est obsédante, elle est lumineuse, elle est douloureuse, et elle apparaît sous des noms qui varient. La moniale, l'étrangère, la sœur, une jeune femme dont les yeux s'ouvrent dans le visage du frère. Elle est associée au bleu et au blanc. Elle est présente et absente en même temps, à la manière exacte dont les choses sont présentes et absentes dans cette poésie. Ce qui est certain aussi, c'est que en mars 1914, apprenant que Goethe a fait une fausse couche à Berlin, Georges s'y rend immédiatement. Qu'il fait à cette occasion la connaissance de la poétesse Else Lasker-Schuller. Et que, dans sa toute dernière lettre, écrite de l'hôpital militaire de Cracovie le 27 octobre 1914, une semaine avant sa mort, il désigne Goethe comme sa légataire universelle. Elle lui survivra environ 3 ans. Et c'est en 1917, à Berlin, au cours d'une soirée entre amis, qu'elle va se retirer dans une pièce voisine pour se tirer une balle. Et elle avait à ce moment-là 26 ans. Elle avait d'ailleurs écrit peu de temps auparavant que la mort de son frère était absolument terrible et qu'elle attendait de Dieu la délivrance qu'elle espérait. 2 êtres liés par quelque chose que personne n'a jamais pu nommer avec certitude, morts à 3 ans d'intervalle, tous deux avant 30 ans, tous deux dans des circonstances où la volonté et l'accident restent impossibles à démêler. La famille Trakl comptait, je vous le disais, 7 enfants au total. Et ces 2-là partageaient une même façon d'être inadaptée au monde qui les avait reçus. Je reviens sur cette tradition alchimique dont vous êtes maintenant familier. Une figure dont on parle peu et qui pourtant se tient, à mon sens, au cœur de ce dispositif. Et on l'appelle la soror mystica, la sœur mystique. C'est la compagne de l'opérateur. C'est celle qui va se tenir à ses côtés devant le fourneau et qui participe à l'œuvre sans être exactement l'opératrice et dont la présence est jugée nécessaire à la réussite de la transmutation. Les gravures anciennes que j'ai pu étudier la représentent souvent en vis-à-vis de l'alchimiste, séparé de lui par l'athénor, chacun tenant une part du même travail. Les textes hermétiques insistent sur un point qui va toujours troubler les lecteurs modernes. Le lien entre l'alchimiste et sa soror n'est ni exactement fraternel, ni exactement conjugal, ni d'ailleurs exactement spirituel. Parce qu'il est les 3 à la fois. Et il est aussi chacun des 3 séparément. Il désigne une forme de conjonction, ce que les textes nomment la conjunctio, l'union des contraires, dont dépend l'achèvement de l'œuvre. Alors soyons bien clairs, je ne prétends pas ici que Trakl ait exactement connu ces textes, ils sont plus le fruit de ma recherche, n'est même qu'il ait pensé sa sœur en ces termes. Parce que il n'y a absolument rien qui ne l'indique. C'est moi qui, aujourd'hui, à travers cet épisode sur Trakl, vous fais cette analogie. Mais quiconque a lu les traités hermétiques et lit ensuite les poèmes de Trakl éprouve un vertige de reconnaissance. La sœur y occupe exactement la place de la soror mystica. Elle est celle sans qui rien ne s'accomplit et avec qui rien ne peut s'accomplir non plus. Parce qu'elle est le pôle féminin d'une opération dont le poème est le creuset. Et l'échec de cette opération, sa culpabilité inguérissable,
sa transformation en source de douleur plutôt qu'en source de lumière, eh bien sont peut-être ce que toute la poésie de Trakl s'épuise à dire sans jamais parvenir à le formuler directement. Mais si vous le voulez bien, revenons aux couleurs, parce que c'est à mon sens là que l'affaire devient vraiment passionnante. L'alchimie occidentale décrit le grand œuvre comme une succession d'états, et chacun de ces états porte le nom d'une couleur. Je vous le répète encore une fois, pour ceux qui peut-être arriveraient sur le podcast, ou qui n'ont pas écouté spécifiquement les épisodes dont j'en parlais, vous avez l'anigredo, l'œuvre au noir, qui est une phase de putréfaction où la matière première se décompose, noircit, perd toute forme antérieure. Ensuite, vous avez l'albédo, qui est l'œuvre au blanc, où le lavage et la purification font apparaître une matière lunaire argentée féminine, et vous avez la rubédo, qui est l'œuvre au rouge, qui est l'aboutissement solaire de l'opération, où la matière atteint sa perfection. Certains textes intercalent entre l'albédo et la rubédo une phase supplémentaire, qui est la citrinitas, l'œuvre jaune. Une sorte de dorure progressive qui annonce l'accomplissement. Maintenant, si vous en avez un, ouvrez n'importe quel recueil de Trakl. Le noir est absolument partout. Les forêts noires, les murs noirs, les chevaux noirs, le noir qui décompose et qui dissout. La pourriture aussi, la décomposition explicite, les fruits gâtés, les jardins où quelque chose se défait, l'automne, comme saison souveraine de toute son œuvre, voilà l'anigredo installé, absolument pas comme une étape à traverser, mais bel et bien comme le climat permanent d'un monde. Le blanc et l'argent traversent ces poèmes en association constante avec la figure féminine et avec les lunes. Là, vous avez l'albédo. L'or est l'une des présences les plus obsédantes de cette poésie. Des plaines dorées, des pas d'or, un or bu dans une coupe, des cheveux d'or. Là, vous avez la citrinitas. Et le pourpre, le rouge sombre, la couleur du sang et du vin, revient à chaque moment de bascule. Et sur le dernier point, vous avez la rubédo. Toute la palette du grand œuvre est dans l'œuvre de Trakl, complète, mise en mouvement dans une poésie écrite par un homme qui, selon toute vraisemblance du moins, n'avait pas lu les alchimistes. Alors comment c'est possible, ça ? Eh bien, je crois que la réponse tient à ceci, et qu'elle est plus intéressante que l'hypothèse, en fait, d'une influence directe. Les alchimistes n'ont pas inventé ces couleurs, mais ils les ont observées. Et elles correspondent à des phénomènes réels de transformation de la matière, mais aussi, et surtout, à une expérience intérieure que les opérateurs projetaient dans leur corps nu et retrouvaient dans leur propre traversée. Le noir de la décomposition, le blanc de la clarification, l'or de l'approche, le rouge de l'accomplissement, ce sont les étapes d'une transmutation qui vaut pour la matière et pour celui qui la travaille indistinctement. Trakl a traversé quelque chose, et ce quelque chose l'a mené dans des zones que très peu d'êtres humains visitent volontairement. Et en cherchant les mots pour le dire, eh bien sa sensibilité a retrouvé seul et de l'intérieur la même grammaire chromatique que les hermétistes avaient élaborée pendant des siècles. Et c'est ce que la tradition appelle un savoir par expérience directe, la gnosis au sens propre. Une connaissance qui ne s'acquiert pas par lecture ou par raisonnement, mais qui vient se déposer en vous parce que vous êtes allé quelque part et que vous en êtes revenu changer. Trakl est un gnostique sans doctrine. C'est un alchimiste sans laboratoire. C'est un hermétiste qui ignorait absolument tout d'Hermès a priori. Et il a refait le chemin par ses propres moyens, dans une pharmacie de Salzbourg, dans les chambres louées de Vienne et d'Innsbruck, dans les substances qu'il connaissait trop bien pour son propre salut. Et il en a rapporté une langue. C'est en 1912 qu'il rencontre Ludwig von Vicker. Et ce nom n'est pas anodin parce que, sans cet homme, nous ne saurions probablement rien de Trakl aujourd'hui. Vicker dirige à Innsbruck
une revue littéraire fondée en 1910 qui s'appelait Der Brenner, le brûleur. Revue qui était tout à fait exigeante et absolument sans concession, et qui a publié ce que la vie littéraire officielle ignore. Et il lit les poèmes de Trakl, et il comprend immédiatement. À partir de ce moment, Trakl publie régulièrement dans Der Brenner. Ficker devient alors son ami, il est même, je peux dire, son protecteur, il est l'homme qui lui trouve de l'argent quand il n'en a plus. Celui à qui il l'écrit dans les moments les plus noirs. En avril 1913, l'éditeur Kurt Wolff, qui a lu ses poèmes dans la revue, écrit à Trakl pour lui demander de rassembler un ensemble en vue d'une publication. Et le recueil paraît en juillet 1913 sous un titre d'une simplicité désarmante qui sera Gedicht, poème. Il contient certains de ses textes les plus forts, dont De Profundis, dont le titre emprunte au psaume et dont la matière n'emprunte absolument à personne. Et ce sera le seul livre publié de son vivant. Il en prépare aussitôt un second, Sebastian im Traum, Sébastien en rêve, qu'il envoie à Wolff en mars 1914, mais Trakl est incapable de laisser un texte tranquille. Il retravaille, il redistribue et il propose de nouvelles versions. Il change l'ordre des poèmes, il reprend des textes du premier recueil pour les replacer dans le second. Et les corrections durent jusqu'en mai. Puis, la guerre éclate alors et désorganise absolument tout. Et le livre ne paraîtra qu'au début de 1915, après sa mort. Cette incapacité à finir mérite, je pense, qu'on la regarde autrement que comme une sorte de névrose d'auteur. Trakl retouche indéfiniment parce que le poème qu'il cherche à écrire se tient toujours légèrement au-delà de celui qu'il vient d'écrire. Et je connais ça très fortement, pour le vivre moi-même. Et donc, il approche, mais il n'atteint pas. Et c'est la condition même de l'opération hermétique, où l'œuvre rouge recule à mesure qu'on croit l'approcher, et où l'adepte véritable est celui qui accepte finalement de ne jamais réellement conclure. Et les années qui séparent la rencontre avec Ficker de la guerre sont des années d'errance matérielle et de production intense. Trakl ne parvient à tenir aucun emploi. Il postule, il obtient parfois un poste, et il le quitte au bout de quelques jours ou de quelques semaines, parce qu'il est incapable de supporter la régularité d'une existence professionnelle. Alors il vit chez des amis, dans des chambres louées à Innsbruck le plus souvent, parfois au château de Hohenburg, où le frère de Ficker l'invite, et il voyage brièvement à Venise en 1913. Il consomme. Et il écrit avec une intensité qui augmente à mesure que sa vie extérieure se défait. Une phrase de lui adressée à Ficker 1 an avant sa mort dit l'état, je pense, où il se trouve. Parce qu'il demande à Dieu qu'il sorte. Quelle sorte de tribunal s'est abattu sur lui? Il parle de dépression, de peur de la folie, de sentiment d'être devenu petit et misérable. Le mot de tribunal mérite toute son attention parce que Trakl ne parle pas de malheur ni de malchance, mais il parle bel et bien d'un jugement. Il se vit comme condamné. Et cette condamnation appelle une expiation dont il ne connaît absolument pas les termes. On retrouve là une sorte de structure profondément gnostique. Et je ne crois pas forcer le trait, vous me le direz dans les commentaires des différents endroits où est publié le podcast, mais les gnostiques anciens décrivaient l'âme comme une étincelle divine tombée dans un monde qui n'est pas le sien, prisonnière d'une matière hostile, jugée et exilée sans avoir commis de faute qu'elle puisse identifier. La culpabilité gnostique est antérieure à tout acte.
Elle tient à la condition même d'être ici dans un corps, dans un monde qui blesse. Trakl écrit dans un de ses aphorismes que seul celui qui méprise le bonheur obtiendra la connaissance. Et c'est une phrase qu'aurait pu signer n'importe quel maître gnostique du IIe siècle. Elle affirme que le bonheur et la gnose s'excluent, que ce qui console détourne et que la connaissance véritable se paie du renoncement à être heureux. Il faut recevoir cette phrase sans l'approuver en fait. Parce qu'elle décrit une expérience réelle et elle décrit aussi une impasse. Dans nos épisodes précédents, Bobin, Bachot ou encore Ryokan, le tout dernier, nous ont montré que la connaissance profonde peut coexister avec la joie. Et elle peut même la produire. Trakl a emprunté l'autre voie, celle où la lucidité se paie de tout. Et les deux témoignages ont leur vérité. Et je pense qu'il serait malhonnête de faire semblant que seule la première existe. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce poète maintenant pour vous. Le 27 juillet 1914, un homme de 25 ans autorise Ludwig von Vicker à verser 20 000 couronnes à George Trakl. Et cet homme s'appelle Ludwig Wittgenstein. Il est l'héritier d'une des plus grandes fortunes de l'Empire austro-hongrois. Et il a décidé, de distribuer 100 000 couronnes à des artistes autrichiens sans ressources. Et il a choisi Vicker pour opérer cette répartition parce qu'il fait confiance à son jugement. Vicker établit une liste, Trakl bien sûr y figure, aux côtés de Rilke d'ailleurs, du peintre Kokoschka, de l'architecte Adolf Loos, et Wittgenstein écrira à Vicker une phrase qui devrait figurer, je pense, dans tous les manuels de critique littéraire. Il ne dit pas comprendre les poèmes de Trakl, mais que leur ton le rend heureux. Et que c'est le ton du génie véritable. Ne pas comprendre et savoir malgré tout. Voilà exactement ce dont il est question depuis le début de cet épisode, si vous l'avez saisi. Le philosophe qui allait consacrer sa vie à délimiter ce dont on peut parler et ce dont il faut se taire, reconnaît dans une poésie qu'il ne déchiffre pas la marque de quelque chose de réel. Et il n'a pas besoin de comprendre pour reconnaître, parce qu'il entend le ton. Et donc l'argent arrive, Trakl, qui cherchait vainement un emploi depuis des mois, n'aura pas le temps d'en profiter. Quelques semaines plus tard, la guerre éclate. Et c'est dans la nuit du 24 août 1914 que Trakl quitte Innsbruck pour le front de l'Est. Il est mobilisé dans les services sanitaires avec son diplôme de pharmacien pour toute qualification médicale. Son détachement est stationné en Galicie, qui est une province orientale de l'Empire qui se partage aujourd'hui entre la Pologne et l'Ukraine. Et ce, du 6 au 11 septembre 1914, où vont s'y dérouler la bataille de Grodek, l'un des premiers grands affrontements entre les armées autrichiennes et russes. Et elle se solde par une défaite autrichienne. Après la bataille, Trakl reçoit une mission. Il doit prendre en charge dans une grange une centaine de blessés graves. Il est seul alors, il est sans médecin, il est sans matériel, il est sans médicaments, et ce, pendant 2 jours. Il faut prendre le temps de laisser cette phrase s'installer. Un homme de 27 ans, formé à peser des poudres dans une officine, enfermé dans un bâtiment agricole avec 100 hommes qui meurent lentement, qui crient, qui demandent de l'aide, et à qui il ne peut absolument rien donner, pendant 2 jours et 2 nuits. Et quelques jours plus tard, il sort avec son arme de service, et il tente de se tuer. Ses camarades l'en empêchent physiquement. Alors. Le 7 octobre, il est transféré à l'hôpital militaire de Cracovie, dans le service psychiatrique, où les médecins posent un diagnostic de démence précoce, qui est un terme de l'époque pour ce que l'on appellera plus tard la schizophrénie. Et de cette expérience va naître un poème. Et il s'appelle Grodek, du nom de la bataille. C'est le dernier qu'il ait écrit,
ou l'un des deux derniers avec un texte intitulé Klage, plainte. Il les envoie à Ficker dans une lettre du 27 octobre. Et je ne vais pas vous en donner le texte intégral, ni même tenter de le traduire ici, mais je veux vous dire l'ouverture, parce qu'elle contient tout ce que nous avons évoqué depuis le début. Le poème commence par « Le soir, les forêts d'automne résonnent d'armes mortelles, il y a des plaines dorées et des lacs bleus, et au-dessus, un soleil qui roule plus sombre. » Eh bien, regardez ce qui se passe là, dans ces quelques vers. L'or est là, le bleu est là. Ce sont les couleurs qui traversent toute son œuvre depuis ses débuts, les couleurs de l'or philosophal et du seuil crépusculaire. Et elles n'ont pas changé. Elles nomment maintenant un champ de bataille. Et le soleil roule plus sombre. Le soleil, le principe solaire, qui est l'or céleste, qui est l'aboutissement de toute l'œuvre alchimique, s'assombrit au lieu de s'illuminer. Et donc l'opération s'inverse. La rubédo tourne à la nigredo. Ce qui devait s'accomplir va ici se défaire. Et Trakl n'a pas eu besoin de changer de langue pour dire la guerre. Sa langue disait déjà cela depuis des années, avant qu'il ait vu un seul mort. Parce que ses poèmes d'avant 1914 sont pleins de charniers pressentis, de villages où quelque chose s'est passé, de silence après. Et la guerre est venue confirmer ce que sa vision, finalement, avait perçu par avance. Et c'est ce qui rend cette œuvre insupportable et nécessaire à la fois. Parce que Trakl a vu venir. Et pas à un niveau politique, parce qu'il n'avait absolument aucune analyse géopolitique, et je pense ne s'y intéressait d'ailleurs pas, mais quelque chose en lui percevait dans l'Europe dorée, d'avant la catastrophe, la putréfaction, déjà à l'œuvre sous le vernis, ce qu'on peut ressentir d'ailleurs encore de nouveau aujourd'hui. Le voyant au sens strict est celui qui voit ce qui est là et que les autres ne regardent pas encore. C'est dans la nuit du 2 au 3 novembre 1914 que Georges Trakl va mourir d'une dose massive de cocaïne dans une cellule du service psychiatrique de l'hôpital militaire de Cracovie. Et les autorités médicales concluent simplement au suicide. La chose n'a jamais réellement été complètement établie, et il faut le dire honnêtement. Parce que Ficker avait organisé une rencontre entre Trakl et Wittgenstein, qui servait alors sur un bateau patrouillant la Vistule, non loin de Cracovie. Une lettre de Trakl du 26 octobre témoigne de son impatience amicale à l'idée de cette rencontre. Le ton en est chaleureux, il en est même presque joyeux. Et ce détail rend l'hypothèse du suicide, je pense, moins évidente qu'on ne le dit habituellement. Et certains biographes envisagent l'erreur médicale ou même peut-être l'accident. Wittgenstein reçut le mot de Trakl, il nota dans son journal son bonheur à l'idée de le connaître enfin, il fit le voyage et il arriva à l'hôpital le 6 novembre. Trakl était mort depuis à peu près 3 jours. Ils ne se sont donc jamais rencontrés finalement, et le philosophe qui allait écrire que ce dont on ne peut parler, il faut le taire, ce que je vous disais tout à l'heure, et le poète qui avait passé sa vie à trouver une langue pour ce dont on ne peut pas parler, se sont manqués de 72 heures. C'est fou. Il y a des symétries que l'histoire produit sans intention, et devant lesquelles, je pense qu'il n'y a rien à ajouter en fait. Alors que reste-t-il maintenant à celui qui ouvre un ouvrage de Trakl aujourd'hui? Vous pourrez trouver à peu près une centaine de poèmes, n'en aurait pas plus. C'est une œuvre qui a été écrite presque entièrement entre 1909 et 1914, donc dans une fenêtre d'environ 5 années. Un homme mort à 27 ans. Et pourtant, cette œuvre occupe dans la langue allemande une place que sa brièveté ne laissait pas prévoir. Elle se tient dans la lignée qui va de Hölderlin, sur lequel d'ailleurs vous allez avoir bientôt un épisode,
c'est plusieurs fois que je le dis, jusqu'à Rilke et à Celan. Et cette famille de poètes qui ont fait de l'allemand un instrument capable de toucher ce qu'aucune autre langue européenne n'a approché de cette façon. Heidegger lui a consacré une longue étude, cherchant dans ses poèmes le lieu d'où parle une parole plus originaire que le discours philosophique. Wittgenstein a reconnu son ton sans le comprendre. Les deux plus grands philosophes de langue allemande du XXe siècle, aux méthodes absolument opposées, ça se dit en passant, se sont arrêtés devant les mêmes poèmes. Et je pense que cela devrait nous dire quelque chose. Pour finir, je crois que Trakl nous laisse et pourquoi il a sa place dans cette voie que nous parcourons ensemble depuis maintenant quelques années sur ce podcast. Parce que nous avons rencontré ici des poètes qui ont trouvé la lumière dans le très bas, comme Bobin, je le redis. D'autres qui ont tenu l'univers dans 17 syllabes, comme Bachot. D'autres qui ont fait leur vie entière l'ascension d'une montagne sans sommet, comme Daumal. D'autres qui ont habité le vide comme une maison, comme Ryokan. Trakl appartient à cette famille par un chemin, ma foi, plus sombre que tous les autres. Il n'a pas trouvé la lumière. Il n'a pas atteint le sommet. Il n'a même pas habité le vide avec une grande sérénité. Il a échoué. Il a échoué si l'on mesure la chose ainsi. Mais il a fait quelque chose que peu d'êtres humains ont fait au final. Il est descendu dans la Nigredo et il est resté assez longtemps pour en rapporter une langue. Il n'en a pas rapporté un témoignage, ce ne fut pas non plus une description et ce ne fut pas non plus un récit, mais bel et bien une langue. Un système de couleurs et d'images qui fonctionne, qui agit, qui produit chez le lecteur un état qu'aucune autre poésie ne produit. L'œuvre noire a une valeur en elle-même. Les alchimistes le savaient, eux, et ils le répétaient sans cesse à ceux qui s'impatientaient de voir la matière noircir dans leur creuset. Sans la putréfaction, rien ne se transmute. Sans la dissolution complète de la forme ancienne, aucune forme nouvelle ne peut apparaître. Le noir n'est pas un accident du chemin, il est le chemin lui-même dans sa première phase. Et Trakl est finalement mort avant l'albédo. Sa matière n'a pas eu le temps de blanchir, mais il a laissé, dans quelques dizaines de poèmes, le compte-rendu le plus exact et le plus beau qui existe de ce que c'est que d'être dans le noir, sans savoir s'il finira. Et pour tous ceux qui, un jour ou l'autre, se retrouvent dans cette phase-là, de leur propre traversée, eh bien ces poèmes sont, à mon sens, d'un secours que la littérature consolante ne procurera absolument jamais. Non pas parce qu'ils rassurent, parce qu'ils ne rassurent absolument pas, mais bel et bien parce qu'ils prouvent que quelqu'un est allé là, a vu cela, et a trouvé les mots. Et le bleu, pour finir, le bleu de Trakl, n'est pas une couleur triste, contrairement à ce que l'on peut souvent lire, parce qu'il est, pour moi, la couleur du seuil, de l'heure, où les formes deviennent incertaines et où quelque chose peut passer d'un état à l'autre. C'est le bleu du soir sur les montagnes de Salzbourg, quand la lumière décline sans être encore partie. Dans cette heure-là, tout est absolument possible. Les distinctions vont s'assouplir. Un arbre peut cesser d'être seulement un arbre. Un visage peut même apparaître dans une fenêtre où il n'y a absolument personne, parce que c'est l'heure du poème. Et les hermétistes appelaient cet entre-deux le lieu de l'opération. Ni le jour, ni la nuit, ni le solide, ni le dissous, mais bel et bien l'intervalle où la matière hésite encore entre deux états et où l'adepte peut alors intervenir. Toute la poésie de Trakl se tient dans cet intervalle et refuse absolument d'en sortir. Et si vous ouvrez Trakl un soir d'automne, dans cette lumière-là précisément, eh bien vous verrez que ces images cessent d'être obscures. Elles ne deviennent pas plus claires pour autant, mais elles deviennent simplement exactes. Et vous serez toujours de l'autre côté de la vitre. Vous n'entrerez pas dans ce monde, mais vous verrez qu'il existe.
et même qu'il est habité, et que quelqu'un s'y tient encore quelque part, dans les plaines dorées et les lacs bleus sous un soleil qui roule plus sombre. Voilà l'histoire de George Trakl, le poète mort à 27 ans dans une cellule de Cracovie et vivant encore dans quelques dizaines de poèmes que rien n'a réussi à faire pâlir. Je vous remercie sincèrement de votre présence et encore une fois de m'avoir accompagné jusqu'ici sur la voie poétique. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.